Salut à tous, bienvenue dans Backcheck XXL. On est samedi soir, on a des invités qui sont beaux, qui sont prêts à analyser évidemment tout ce qui s'est passé sur les différentes patinoires helvétiques. Sur ces 6 matchs, Stéphane reçoit encore des infos. Tu es déjà à l'image, hein, Stéphane, si oui, jamais. Oui, j'ai la confirmation. Mais tu vas nous dire tout ça d'ici quelques instants. Yves Sarrault, Antoine Découx, bien sûr, sont avec nous ce soir. Et surtout, ce soir, on a eu droit à un véritable petit bijou, un petit parfum de NHL. C'est glissé du côté de la Vaudoise Arena avec un Denis Malguin on fire sur ce but qui est déjà un but d'anthologie. Facile. Facile, franchement, messieurs, ce petit mouvement. Hein, Yves? T'en as marqué combien des comme ça, toi, dans ta carrière? Pas très souvent. Pas aussi souvent qu'on aurait voulu, en tout cas. On va bien sûr parler de ce match entre Lausanne et Davos d'ici quelques instants. Mais on va commencer ce tour d'horizon des patinoires helvétiques. Je vous l'ai dit, il y avait 6 matchs et de belles affiches avec notamment un petit, regardez, Zug Berne. Pas mal pour commencer, hein, messieurs, franchement. Alors, on attendait une réaction bernoise après sa défaite à domicile face à Lausanne hier soir. Mais c'était du lourd, c'était le gros match a été très serré justement entre ces deux formations. Mais c'est Berne qui va ouvrir le score en étant première période. Et c'est un certain Inti Pestoni qui va finalement trouver l'ouverture. Regardez un Inti Pestoni passion qui va pouvoir tromper finalement Genoni. Mouvement qui est toujours très bien fait. Il fixe son défenseur, il lâche le puck entre les jambes du défenseur. Le gardien est masqué. On l'a vu, dans la soirée à d'autres places. On verra un autre but quasi identique dans le championnat. Inti Pestoni qui doit retrouver une certaine production quand même. Le fait qu'il joue dans le premier bloc, ce n'était pas le cas sous les anciens entraîneurs. Là, il végétait un peu en 3e et 4e période. Ensuite, Zug va pouvoir égaliser. On est en fin de période. À la 19e minute de jeu, on est en supériorité numérique. Et c'est Dario Simeon qui va finalement trouver l'ouverture avec un Grégory Hoffman qui s'était d'abord montré présent. Dario Simeon, une des pièces importantes évidemment du powerplay de Zug et qui peut tromper la vigilance de Karunen. Super patience d'Hoffman sur ce jeu. Hoffman qu'on va retrouver d'ici quelques instants partout. Donc après 20 minutes de jeu, mais une affaire de pénalité aussi dans cette partie, messieurs. Alors que l'on revoit en gros plan le buteur pour l'instant du côté de Zug. On sera en deuxième période, 31e minute de jeu. C'est en double supériorité numérique que Hoffman va faire la différence 5-3, même si ce n'est pas vraiment un but de double supériorité numérique. Regardez l'accélération d'Hoffman. Hop! Facile. Non, c'est là est-ce qu'il faut laisser à Hoffman. Alors, il était dans tous les bons coups. On regardait d'un œil le match là, mais c'est un des seuls en Suisse qui est capable de patiner tout en lâchant ses shoots. Et là, oui, il prend sa vitesse, on voit qu'il vole sur la glace, il n'y a pas d'effort pour faire quelque chose. Il laisse sur son croisé, il arrive à décrocher le gardien. C'est vraiment difficile pour les gardiens, mais c'est un mouvement qui est très, très difficile à faire. On peut regarder sur tous les joueurs, c'est rare qu'on shoot en patinant. Oui, justement, ses croisements étaient tellement rapides. Là. Ses pieds ont fonctionné d'une façon, ses mains fonctionnaient de l'autre façon. Différenciation du corps bas du corps. C'est un des joueurs les plus rapides, évidemment. Fait que de gérer le gap avec un joueur comme ça qui est aussi rapide, c'est compliqué. Oui, beaucoup d'espace. Puis souvent, quand on rentre dans la zone comme ça, on tend à s'installer puis aller directement à la cage. Ça surprend. Et un week-end à 0 points pour le CP Berne, ça aussi, ça surprend. Pas vraiment. Toi, ça ne te surprend pas? Non, ça ne me surprend pas parce que je ne suis pas convaincu. Berne n'a pas une mauvaise équipe, mais pas une équipe que ça va leur arriver. C'est une équipe qui est coup-ci, coup-ça, qui manque cruellement de profondeur. Heureusement c'est là. Ça, c'est un cadeau du ciel pour eux. Mais je suis persuadé que cette équipe-là n'est pas... C'est pas le grand CP Berne. C'est une équipe très moyenne. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même le CP Berne, qui a quand même encore toujours des moyens. Tu passes un week-end à 0 points. Tu sais que NHL reprend le 1er janvier. Là, Ah, mais ils ont des moyens, mais ils ont 3 étrangers, dont un gardien.
Ben justement, tu Puis là, prends ton puis là, téléphone. je vais vous dire un autre truc. Le deuxième gardien, là, le petit Vutriche, là, il doit jouer. Hein? Parce que là, dans 2 ans, c'est lui qui va être dans la cage. C'est lui le numéro 1. On va en faire le prochain Giannoni, le prochain Buret. On veut qu'il garde la cage pendant 15 ans. On a l'habitude de faire ça à Berne. Mais là, le garçon, là, le coach il va être sa panique. Il va pas faire jouer le gamin. Hein? Mais bon, moi, si je vais être honnête, si on voit ce qu'on a comme contingent à Berne, ça n'a pas changé grand-chose, mis à part les étrangers de l'année passée. L'année passée, Berne nous ont déjà déçus. Mais là, un Praplan, un Chervet, un Moser, c'est pas les joueurs d'il y a 2 ans en arrière. Hein. Et Yes Fofana, ça danse plus. L'équipe, elle vient presque conventionnelle. Pour moi, ça reste des super joueurs. Je ne sais pas ce qui ne va pas parce qu'ils ne sont pas vieux, mais ça ne fonctionne pas. Il manque cruellement de profondeur. Il y a beaucoup de joueurs là, de seconde catégorie là-dedans aussi. Là. Je veux dire, ils ne sont pas accompagnés non plus. Quand Jeffrey joue avec Chiaroni, Chiaroni, c'est un bon travaillant, puis c'est un grinder, puis il est stocké, il peut jouer physique. Jeffrey va s'ennuyer un petit peu avec des joueurs comme ça. C'est un passeur, il a besoin de gars de finisseurs. Chiaroni marque combien de buts par année, je sais jamais? C'est pas un sniper. Donc Jeffrey, là, ce week-end, je pense qu'il n'a pas de points. Donc, ça va être compliqué, là. Il faut que tu l'entoures. Ce gars-là, c'est ton meilleur joueur, théoriquement. Gaétan Haas, lui, c'est 2 meilleurs joueurs. Il faut que tu les entoures un peu comme il faut. Juste? Oui. Il va falloir qu'il donne un coup de téléphone à Christian Dubé à Fribourg. Ils en ont trop d'importés là-bas. Trop d'étrangers à Fribourg. Voilà, ils vont en prêter un. Ah, ben, Alors là, La machine à rumeurs. les frontières sont fermées, on peut pas repartir. la frontière d'Edzerinken est fermée. Le téléphone ne répond plus. Messieurs, on va changer de rencontre. On va rester avec les clubs bernois. On va s'intéresser au match entre Langnau et Bienne, voir ce qui s'est passé du côté de l'Île-Fils. Avec une première réussite, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans cette rencontre. Ça a fait la crêpe un peu des deux côtés, avec Kylo Weibel qui va marquer l'ouverture du score. Regardez, on joue depuis 25 secondes, Maxwell et Blazer au niveau des assists. 25 petites secondes. Ça, Steph, c'est quand même le début en général cauchemardesque. Ben, c'est le départ d'un grand soir en général. En tout cas, ça donne confiance à tout le monde. Puis Kylo Weibel, c'est un jeune joueur du club, de toute sa formation à Langnau. Né en 2000, donc on fait jouer des jeunes joueurs, on le fait jouer avec l'étranger. Quand tu fais jouer avec des bons joueurs, les jeunes paraissent beaucoup mieux. Julian Schmutz qui va marquer le deuxième. On va voir cette réussite. Ah, on n'a pas eu une soirée de gardien, là. Hein. On voit, là, le gardien de Bienne n'est pas à son affaire, ça, faut être clair. Hein. Et du côté d'Anglou, c'était la fête de tir. On sait que ça va être compliqué. Hein. Couverture du défenseur aussi là-dessus, là, c'est un peu... c'est exactement ce que tu veux pas donner. Van Polterberg, il s'est fait prendre 2 fois short side hier. Il s'est fait que ce côté rapproché, il s'est fait battre encore ce soir. Allez, la réduction du score signée Yanis Moser. Et oui, Yanis Moser, top scoreur de cette équipe biennoise. En l'absence de Damien Brunner blessé. Et là, le jeune Zaeta non plus, c'est pas... C'est un jeune gardien aussi. Hein? Rappelez-vous, il était au championnat du monde comme 3e gardien. C'est un gars qui était Zug Academy, qui n'avait pas sa place là-bas. C'est pas un mauvais gardien, c'est un gardien de réflexe, mais tout petit. Et là, il n'a pas été bon sur ce coup-là. Non. C'est un shoot raté, puis finalement, qui est rentré. 8e minute de jeu, 8 minutes de jeu. Déjà 4 buts dans ce match. Avec une C qui va égaliser de partout. Ah, mais là, c'est... C'était pas un duel de gardien, en tout cas, ce qu'on avait à date. Non. Hein? Écoute, un revirement en entrée de zone, et puis oublie ça. Depuis l'entrée de zone, c'était la course derrière le puck, où je dois aller, où je suis, qu'est-ce que je fais. Du côté de Langnau, c'était catastrophique. Tout le monde tourne, regarde, et puis ils se regardent tous, et puis le gardien ne peut même pas voir le shoot partir. Compliqué. Un puck sur la tranche en plus qui termine, qui passe juste à l'endroit suffisant pour cette égalisation. De partout, on se rend en deuxième période. C'est Bienne qui va passer à l'épaule. Et oui, pourtant mener 2-0. Fuchs qui va pouvoir réussir ce but sur un assist de Ulmer. On va voir ça avec un puck là aussi qui traîne. Et ça sera le seul but, l'unique but de cette deuxième période. Là, tu as un défenseur qui recule en peinture bleue. Je m'excuse, mais le gardien, après, il est limité. Il peut vraiment même pas faire une poussée pour aller chercher ce retour de lancer. Ouais. C'est Blazer, en l'occurrence, qui gênait son propre portier, en effet, sur cette réussite biennoise du 3-2. On se rend en troisième période. Là aussi, ça va être très animé.
Vous allez le voir, puisque c'est Bienne qui va prendre 2 longueurs d'avance avec l'inévitable à 4 contre 4. Tony Rayala, écoute le bruit Stéphane, ça va te plaire. Ting. Tu l'as entendu? Ah, ting. Voilà, il fallait être avec nous depuis le début Mais de c'est la un son soirée. plus grave, parce que plus vous descendez près de la glace, plus le son est grave. C'est un ting. Plus... Il ne me croyait pas. Hey, on a un spécialiste de patinoire sur le plateau. Alors ça, J'ai vu dans ton business, je suis allé C'est cet été, vrai? il y a plein de cages. Donc, tu peux quand même se connaître je vais les faire sons. une étude là-dessus. Je vais revenir avec. D'ici la fin de la saison, j'ai les différentes lignes. Hein. Allez, Stéphane Melleman, c'est pour dire que c'était le 100e but d'un certain Tony Rayala. Avec Bienne, la réduction du score signée Maxwell qui a été faite 51e minute de jeu. Ernie. Et là, une nouvelle fois, regardez, on se demande comment ce puck peut rentrer, mais en fait, c'est le patin du défenseur, enfin le patin du joueur biennois en l'occurrence. Une mère qui va pousser ce puck au fond de ses propres filets. Quand ça veut pas, ça veut pas. Encore une fois, côté rapproché, là, je pense que Van Porterbroek va travailler sur son côté rapproché cette semaine à l'entraînement parce que, oui, elle a vu sur le patin, mais la jambière n'est pas à place sur la glace. Hein. On tente le tout pour le tout du côté de Langnau. On sort son portier, 59e minute de jeu. Regardez ce tir au compte, on vous dit mettez le puck au but. Là, il a mis le puck au but. Grosse Niklaus, sur ce coup-là, il n'essaie pas de marquer directement. Sur cette séquence, on parlait du box-out. Regardez le défenseur de Bienne essaie de faire un bloc, puis finalement, elle lui frappe dans le ventre et puis elle rentre dans le but. On voit bien là justement les différences de tactiques. C'est finalement les joueurs biennois qui masquent leurs gardiens. Les joueurs de Langnau sont à côté si on revoit le but. Ouais. C'est les 2 joueurs de défenseurs qui viennent d'avoir. Foster qui est là. Mais c'est ça, on le bloque ou pas. Ça, Ou on n'a pas confiance au C'est une gardien. façon de faire. Soit en deuxième rideau, on dit aux défenseurs, vous essayez de bloquer quoi qu'il arrive, quitte à masquer le gardien. Surtout de la ligne bleue. Là. Surtout de la ligne ça, bleue. là. Surtout, c'est un tir poignet. Ouais. Ou vous dites, vous enlevez. Mais si vous vous enlevez au dernier moment, c'est 2 fois Ça veut pas aller. Hein? Si... tu le caches. Si tu enlèves, t'es mieux de gérer un des joueurs opposés, joueurs. puis contrôler et tout ça, comme on avait dit plus tôt avec la canne et tout. 4 partout, en tout cas, messieurs, ça veut dire qu'on sera en prolongation. Et c'est Bienne qui va finalement passer l'épaule dans cette période supplémentaire. Regardez, on est à la fin de l'overtime. Et Yanis Moser, oh, et joli but de la part de Yanis Moser qui permet à son équipe de l'emporter 5-4. 3 contre 3, prendre la vitesse, regardez un petit jeu de pied, un bon Changement de direction. Changement de direction. Et Pozaita, il a cru que c'était Rayala. Ouais. À cause de la couleur de bière. Côté rapproché aussi, encore une fois. Donc, sérieusement, les gardiens, là, de ce que j'ai vu là, disons qu'il y a eu des... Les 2 gardiens n'ont pas été flamboyants ce soir. C'est even entre les gardiens. Est-ce que je suis trop dur avec les gardiens, les gars? Écoute, je n'ai pas analysé tout le match, mais c'est certain qu'en regardant quelques séquences-là, des fois... C'était pas un duel de gardiens. Ouais. Ouais. Et non, mais Zaïta, le jeune Zaïta, face à Lausanne, c'était déjà difficile. Hein. Il en avait un ou 2. Mais là, les 2 buts de Moser, là, sans rien enlever à Moser, là, je te salue, Laurent Kleissel, c'était pas... Mais il les a marqués, le gamin. Il était top scorer ce soir. Garde un petit peu de salive à propos de 20 Moser, ans. parce qu'à mon avis, on va le retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Je suis obligé de dire que... Ouais. Allez, on va écouter une interview et une réaction à l'issue de cette victoire de Bienne. On va écouter tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, est-ce qu'on peut dire que ce soir, c'est un point de perdu pour le HC Bienne? Ouais, je pense que oui. On commence le match, on prend 2 buts tout de suite. C'est un peu comme le match de hier contre Fribourg. C'est ce qu'on ne voulait pas. On a eu la force de revenir, même de mener 4-2. Et puis, quand tu mènes 4-2 à l'extérieur, tu ne peux pas te permettre de recevoir encore 2 buts comme ça en fin de match. Et puis, c'est sûr qu'on prend les 2 points, mais c'est quand même un point de perdu qu'on aurait pu éviter. Le premier match de la saison contre Lausanne, c'est un blanchissage. Et puis là, sur les 2 derniers matchs, il y a quand même pas mal de buts encaissés. Comment vous expliquez cette fébrilité défensive? Je pense que c'est un peu... ça part pas que de la défense. Je pense que hier soir et aujourd'hui, on commet beaucoup d'erreurs aussi en sortie de zone. On ne sort pas des pucks qu'on devrait sortir. On se complique un peu la vie. On a eu le premier match où il y a pratiquement tout qui nous a réussi. Et puis, il y a des matchs comme ça un peu plus compliqués où on doit apprendre qu'il y a des jeux qu'on doit faire qui doivent être plus simples. On ne doit pas chercher les passes compliquées. Et puis, quand on fait des choses compliquées, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Donc, c'est un petit changement qu'il va falloir faire la semaine prochaine. On a 2 gros matchs qui nous attendent. Merci beaucoup, Jason. Merci.
Voilà pour cette réaction du côté du HCBN. On va passer à la rencontre qui était notre match studio ce soir, le match entre Lausanne et Davos. Du côté de Lausanne, sans Josh Joris. Et puis le retour d'un certain Tobias Stéphane dans la cage, à voir si les Lausannois allaient pouvoir confirmer leur belle prestation entrevue la veille face à Berne. Ça commence mal, le box-play lausannois qui va concéder l'ouverture du score Nygren. Vous avez entendu? Oui. Hein? Ça n'a pas la même note, c'est ça que tu veux nous dire? Parce que là, c'est à mi-hauteur, donc c'est un peu, on est entre les deux notes de tout à l'heure. Mais regardez, c'est tout un tir. Hein? Et Nygren, c'est sa grande force. Regardez, tout poteau intérieur. On est d'accord, c'est la grande force, Stéphane, mais la grosse faiblesse de Lausanne, quand même, le 4 contre 5. 4 contre 5, ça va pas bien. Par contre, le 5 contre 4, ça va beaucoup mieux. Puis en l'absence de Josh Joris, on retrouve un certain Ken Yeager qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Position du bumper dans ce powerplay avec le coup d'œil d'un certain quand même Corey Conacher. Ah, mais rapidité d'exécution, passe direct, on voit ça sur la ligne, mais au milieu. Davos sont pas bien mis, mais c'est la vitesse de jeu de Lausanne qui était bien. Et puis pour ceux qui aiment les gardiens, Schliemann peut-être un petit peu emprunté aussi sur cette intervention, Yves. Oui, je ne suis pas sûr s'il a vu le tir, le départ du tir. Puis en même temps, pour revenir au piqué, il ne faut pas oublier que Lausanne ont tué 2 minutes à la fin du match. C'était un but d'écart de l'ajoute, et puis c'est compliqué. Là. Mais ils ont fait un excellent job à la fin. Ils l'ont retrouvé au bon moment, leur piqué, en fait, au meilleur des moments. On va se rendre en deuxième période avec Lausanne. Depuis le début de la saison, il se passe toujours beaucoup de choses dans la deuxième période. C'est en général là que les Lausannois vont accélérer. Il y a une grosse possibilité pour eux, et pourtant, c'est pas Louchaï qui va marquer une nouvelle fois avec un homme de plus sur la glace. Oui, regardez la pièce de jeu, la passe est magnifique, l'exécution est parfaite. Par contre, la Barberio, je vais laisser Yves l'expliquer, il s'est compromis un petit peu trop vite. Donc, il avait qu'à faire la passe au-dessus de la canne, c'est assez facile. Dans le fond, en termes de hockey, lui, il devrait protéger le haut de la peinture bleue et non la peinture bleue. Et là, il est un peu trop bas par rapport aux joueurs à l'arrière. Malguin qui nous offre le bijou de la soirée, messieurs. Denis Malguin, l'accélération. Merci, une petite tasse de café sur Nygren. Et hop, un but à la McDavid, super. Nygren, là, il a vu passer l'Express, hein, Antoine. Oui, il a aussi vu. Puis il y a aussi une façon de jouer là, que nous, on avait Bikoff, le père, André, bien entendu, qui était un peu dans ce style, c'est qu'il ne dribble pas son puck. Il le pousse, il le met à l'écart des adversaires pour arriver à se démarquer et à passer l'adversaire. On a souvent tendance à vouloir faire trop de tricotage avec la canne. Et là, ça lui donne aussi cette rapidité d'exécution. Kellins, rapidité d'exécution aussi, avec le poids du corps. Il parvient à surtout rendre libre sa canne par rapport au jeu défensif de Guerra. Guerra ce soir, du côté de Davos. T'as voulu me piéger, hein, Steph, je te vois. Allez, on est rendu en troisième période, 3-2. Petit but d'écart en faveur de Lausanne. Et Lausanne qui va réussir à prendre 2 longueurs d'avance. Le game-winning goals de Gibbons ou bien des Schliemann? Là, il est pour le gardien. Ben oui, c'est pour le gardien, mais dans cette situation-là, tu as des gars qui s'en vont au but agressivement de Lausanne. Et puis peut-être qu'il est en train de jeter un petit coup d'œil, voir c'est quoi la situation, qu'est-ce que j'ai en avant de moi. Nous, on le voit pas, on voit pas un mouvement de tête, mais tu sais, des fois, tu as un mouvement d'yeux, puis le puck, des fois, c'est certain que ça ne peut pas rentrer en situation de match. Réduction du score. On est en fin de powerplay par Baumgartner. Puis on a vu sur ces images Frick faire exactement le même mouvement, la même glissade. On a vu Barberio le faire. Ça, c'est le coach. Encore une fois, c'est des choix de coach, c'est des choix d'enseignement qu'un entraîneur va décider. Voir s'il veut garder ses défenseurs sur ses pieds, un genou à terre, ou il veut voir un glissement complet. Ce qui arrive, c'est que si tu glisses au complet, tu sors du jeu complètement, c'est compliqué de revenir sur un retour de lancer ou peu importe ce qui se passe à l'entour de la cage. Tu peux pas te tromper, pas te louper. Tu te mets par terre, tu glisses, tu dois intercepter le puck. On a vu Gennady aussi qui l'a fait pendant le match. On l'a vu souvent, hein, Yves l'a noté. Ça, tu te sors du jeu complètement. Bah, ouais. Mais tu as des situations où vraiment, tu n'as pas le choix. C'est peut-être le choix de jeu. Des trucs comme ça, ouais. Mais là, on a vu, comme on le dit, des défenseurs puis des joueurs qui sont complètement sortis du jeu. Puis... c'est surtout que ça va peut-être se savoir et ça va peut-être se voir assez rapidement aussi. Ouais. Donc, comme on dirait en québécois, ils ont eu l'air des pee-wee.
Un mot quand même sur cette équipe lausannoise. On a les 10 premières minutes de jeu compliquées. Ah non, les 10 premières minutes, ils étaient aux abonnés absents. Hein. Je veux dire, là, ils étaient perdus défensivement. Le gap n'était pas bon. Non, vraiment, les 10 premières minutes. Mais Davos est sorti très, très fort au forechecking et tout. Davos n'avait pas joué hier soir. Il était plus frais que Lausanne. Lausanne sortait d'un gros match difficile. Les 10 premières minutes, là, ils ont passé à côté. Ils ont quand même... Ils ont renversé un peu la vapeur. Ils ont réussi à égaliser 1-1. Honnêtement, c'était un bon score pour Lausanne après le premier tiers. Absolument. Par contre, en deuxième tiers, là, ils ont pris les choses en main. Ils ont été excellents. 4 buts hier, lors de la deuxième période face à Berne. 3 buts encore ce soir, lors du deuxième tiers. On va écouter la réaction après cette victoire lausannoise de Guillaume Maillard. Guillaume Maillard, vous entendez là les supporters lausannois qui chantent à votre gloire, puisque demain c'est votre anniversaire. Un cadeau ce soir, 4-3, victoire contre Davos. Ça a été difficile à se dessiner. Hein. Ça se voyait qu'on avait un match hier à Berne. Eux, ça fait, je sais pas, une semaine, je crois qu'ils n'ont pas eu de match. Du coup, ça se voyait qu'ils avaient un peu les jambes plus fraîches que les nôtres au début. Mais on a su travailler de la bonne manière pour équilibrer un peu le niveau des deux équipes. Et on a vu le résultat. Et déjà, hier à Berne, c'était difficile. Hein. Lausanne a souffert pour garder ce résultat. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment ne pas se faire autant de soucis en fin de match? Écoute, je suis honnête avec toi, ils changent, j'écoutais eux, je n'ai pas écouté ta question. Qu'est-ce qu'il faut à Lausanne pour éviter de vivre des fins de match comme ça compliquées et stressantes? Voilà, je pense que comme à chaque match, il faut juste... saisir nos occasions, les mettre quand on a les occasions. Et puis voilà, on savait que Davos était fort en powerplay, très fort même. Et puis on a pris des pénalités un peu stupides et puis on a payé le prix. Mais à la fin, on a fini sur un magnifique box-play. On a vu qu'on pouvait jouer toute son équipe et c'est magnifique. Merci bien. Merci à toi. Malgré les masques, malgré le Covid, vous voyez. Les fans sont là, ils sont contents. Alors, on l'a vu, il est excellent. Mais par contre, il a fait un match, là, Maillard. Il est dans tous les bons coups. Hein, on le voit beaucoup. Il fait plaisir de voir. Il est revenu dans son club. Hein, mais vraiment, j'ai adoré ce soir ce qu'il a fait. Il y a eu peu de temps de glace à Bienne la semaine passée. Je pense qu'il a joué 4-5 minutes. Et puis là, hier pour aujourd'hui, il y a plus de temps de glace. Quand tu joues 3-4 minutes par match, là, puis tu fais un shift ou deux à la sauvette, comme ça, c'est difficile d'être dans le match. Kruger, ce soir, hier, il a joué 6 secondes. Ils sont fait marquer, -1. Ce soir, il a une présence sur le box-play. Je pense qu'il joue 30 secondes. Si les stats de temps sont justes, là, parce que des fois, ils sont corrigés, ce que j'ai vu, il a joué 38 secondes, Kruger, une fois sur le box-play, il a ramassé un but. Mais c'est dur pour lui. Il rentre sur la glace, t'es froid, t'es pas dans le match, etc. Sur le box-play, il faut que tu sois réactif. Autant pas faire jouer que ça. Non, exactement. Peu importe le joueur. Tu mets le meilleur joueur dans la ligue, puis tu lui donnes 30 secondes. Après que ça fait 30 minutes, tu es assis sur le banc. Allez, mon homme, fais le job. Oublie ça. C'est difficile. C'est difficile, Lausanne s'est pourtant imposé ce soir. C'est ce qu'on va retenir in fine sur le score de 4-3 face à Davos. On va marquer une pause dans cette soirée de National League, puisque souvent sur ce plateau, on parle de skills. Alors voilà, un mot très clair pour nous, technique de patinage, autres techniques. Mais on a souhaité finalement vous en dire un petit peu plus sous une forme de masterclass avec plusieurs épisodes. On va retrouver deux garçons que vous connaissez bien, celui que vous retrouvez tous les soirs sur ce plateau, bien sûr, Stéphane, qui a apporté peut-être le côté aussi didactique, le côté un petit peu professeur, mais le spécialiste, c'est Doug Boulanger. On regarde ce premier épisode, puis on en parle juste après. Alors, au hockey sur glace, on parle souvent de protection de la rondelle, c'est-à-dire comment conserver la possession de la rondelle lorsqu'on est mis sous pression par un adversaire, soit de côté, soit par derrière. On dit même, Doug, que c'est le skill le plus important au hockey. Oui, dans cet exercice, on voit les joueurs éloigner le puck de l'adversaire qui était moi. Ils utilisent leurs genoux pour aller contrer la canne, puis s'assurer de garder le puck très près d'eux pour être fort sur la rondelle. On les voit aussi regarder par-dessus leur épaule pour voir de où la pression vient. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé aujourd'hui. Dans l'exercice suivant, on a mis un puck à la bande et là, on a fait des changements de direction. Donc, une feinte de corps avant de récupérer le puck et tout de suite, on a attaqué
avec une protection de puck pour qu'en aucun moment j'ai accès à leur puck. Et ça, les gars l'ont très bien fait, donc on peut le voir. Ça, c'est un exercice qui est très, très sympa pour les entraîneurs comme Doug, parce que Doug aime bien donner des slash de temps en temps. Et si j'avais été arbitre, je peux vous dire que sur certaines séquences, il y aurait eu facilement 2 minutes. Ouais, j'ai pris quelques pénalités sur la tête. La prochaine fois, on va parler du jeu à la bande, coller contre la bande, comment on peut se créer de l'espace le long des bandes. Et voilà pour ce premier épisode. T'es bien amusé, hein, Steph, hein, quand même, cet été, à faire ça. Oui, c'était assez rigolo sur la patinoire de Lézin. Donc, c'était une dure journée pour les jeunes parce que, mine de rien, on verra les autres. On en a tourné plusieurs séquences. Il faisait chaud en plus ce jour-là. Là. Et vous auriez dû voir notre caméraman. Jonathan, Bermuda avec des patins de location aux pieds. C'est extraordinaire. La caméra, patins de location aux pieds, ça, c'est un moment mémorable. À part ça, messieurs, on parle beaucoup de skills maintenant, etc., d'exercices, ce genre de choses. Antoine, toi qui es peut-être... Tu le prends pas mal, hein, ce que je veux dire. Une époque un peu différente. Est-ce que toi aussi, tu avais ça, tu avais ce côté skills, il y avait ces cours comme ça? Non, il y avait beaucoup moins, bien entendu, de cours d'entraînement privés où on allait chercher le joueur. C'est plus dans les clubs que ça se passait. Alors, moi, du côté de Fribourg, bien sûr, j'ai fait toute ma formation. J'ai de la chance d'avoir des entraîneurs qui nous en faisaient en dehors des entraînements. Donc, je parle déjà là de Pelletier et Gaston comme tout petit. Puis après, on a eu Richard Beaulieu. On avait toujours des entraînements à part pour ça. Et en Liga, bien sûr que Cadieux, on parle toujours que ça n'a pas été le meilleur coach, mais comme entraîneur, il avait assez d'idées à trouver, à mettre en place. Donc, on avait beaucoup et on s'entraînait plus qu'aujourd'hui. On jouait moins, on s'entraînait beaucoup plus. Et dépend quel entraîneur prenait beaucoup de temps à expliquer les choses aux joueurs plus jeunes pour essayer de les faire former. Mais c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui, bien entendu. C'est juste génial ce qu'ils font aujourd'hui. C'est très, très détaillé. Yves en a fait aussi beaucoup, hein, ce genre de trucs avec le sport-études, notamment à Lausanne, au Canada, dans les écoles de hockey. C'est vrai que le match aujourd'hui est tellement détaillé que ça devient presque du coaching individuel. Oui. Ça devient, il y a le concept d'équipe, il y a le coach qui a le concept d'équipe, mais il y a toujours un coach. Il y a des coachs spécialisés pour tout. Pour les skills, il faut regarder dans les équipes, il y a aussi un coach du power play, un coach de l'infériorité numérique, un spécialiste du 5 contre 5, puis le coach, en fait, il fait juste tirer les ficelles puis gérer le truc. Ouais, coach the players. C'est bientôt l'administration d'une république bananière, quoi. Il y a plusieurs personnes pour rien faire, quoi. Mais il y a un gars qui fait la vidéo. Vous avez des gars qui coupent que des clips, il claque avec les systèmes vidéo, tous les entrées de zone, toutes les sorties de zone, toutes les situations, puis le coach arrive, puis il sélectionne ce qu'il veut. Dans les clubs les plus professionnels, c'est ce qu'on fait. Puis le coach dit, sors-moi tout ça, je veux voir exactement. C'est un immense boulot, hein? Ouais. Et puis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Oui, puis le software qu'on a maintenant, c'est qu'on peut travailler avec la vidéo, contrairement à avant, où c'est qu'il faut couper. Je n'en parle pas à ceux qui étaient caméramans et qui montaient des films, mais aujourd'hui, c'est relativement facile, mais enfin... Ce qui se fait est superbe, c'est vraiment poussé, on arrive à... Et moi, je peux faire une parenthèse. Cet été, pendant que j'étais au Canada, ils présentaient des matchs sur le réseau canadien. Ils présentaient des matchs de hockey des années 80. T'as vu aussi? C'est incroyable. Les joueurs étaient forts. Mais au niveau technique individuelle, la passe, le patinage et tout, ça n'a rien à voir. Ouais. Aujourd'hui, il y a des joueurs juniors qui sont bien meilleurs que ces gars de NHL des années 80. T'as vu? Oui. Puis la structure de jeu, je veux dire, un peu tout, les gardiens et tout, je veux dire. Les techniques de gardien, c'est bon. Le gardien, ça, c'est le truc qui a changé le plus. Hein? Avant, c'était debout, les petites jambières, ils ne prenaient pas d'espace. Tous les jeunes, ils vont vous dire, vous n'avez pas de mérite à l'époque avec les statistiques que vous avez faites parce que... Je crois que c'est la faute à ne pas faire. On ne doit pas comparer une époque à l'autre. On ne peut pas comparer un équipement de gardien qui faisait 40 kilos à ce qu'ils ont maintenant. Non, mais c'est aussi, hein. C'est vrai. 50 kilos en troisième période. Les jeunes c'était mouillé. Ils sont tellement bons techniquement, puis ils sont tous assez bons techniquement. Certains plus doués que d'autres, mais quand même, c'est juste... La différence, elle se fait maintenant sur des petits détails, alors qu'à l'époque, tu avais les meilleurs qui étaient sur une autre planète et tout, mais là, au niveau technique, tout le monde se ressemble. Tu as tellement peu d'espace sur la glace que tu dois travailler ces skills et puis d'essayer d'avoir 1 cm, 2 cm ici et là, et puis... On a vu Malguin sur son but ce soir, hein, la technique, le patinage, changement de direction, protège sa rondelle, revient, inverse ses mains, top net. Là, ça c'est...
Même le but de Kennings, tu comprends? Oui. Le but de Kennings, gérer la canne, il sort de là, Soft. puis finalement, il Intelligent. s'est créé une opportunité. Voilà, on a terminé, chef. Non, mais je vous écoutais avec attention. J'étais à 2 doigts d'aller me faire des pâtes. On parlait entre nous, là, mais- J'avais préparé un petit frichti comme ça en me disant qu'on allait continuer tout Période de la ça. chasse, c'est jamais. Ah, Ah oui, c'est vrai. Ça, on, va c'est aller, ça. on va aller chasser les buts, messieurs, sur les autres patinoires helvétiques, parce qu'il y a encore 3 matchs quand même à passer sous le crible, avec un petit Fribourg-Lugano. Qu'est-ce que ça a donné du côté de la BCF Arena? On va le voir tout de suite avec les sueurs froides pour un certain Reto Berra qui va nous faire un arrêt, messieurs, de gardien de but. Regardez ça. Reto Berra derrière sa cage, un rebond malheureux et hop! Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça, bim! Voilà, Comme quoi. c'est sauf qui peut, là. Ben, moi, j'ai pas vu. Si, Je- ouais. Vas-y. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le puck il se retrouve là-bas Oui. dans le slot, puis le gardien derrière. Ça, c'est le Parce que fabricant de c'est le patinoire qui fabricant parle, de- hein. Absolument, absolument. Là, je suis un petit peu sous pression. Mais habituellement, que le règlement là-dessus, c'est si le puck est dans l'arrondi, dans la bande, dans le fond, tout en bas, et non dans la baie vitrée, le gardien peut s'en sortir, essayer de sortir puis arrêter le puck. C'est vrai, mais s'il sort puis c'est dans la Dans baie les vitrée, baies, aujourd'hui, t'as ça raison. va prendre une des... Absolument. Puis oublie ça. Ah, pour expliquer aux gens, finalement, les poteaux sont en plexi, ils prennent un peu d'espace. Puis si le puck est lancé contre le plexiglas, dans la partie transparente, il revient vite au milieu de glace. Ouais. On l'a eu vu depuis de la nuit des temps, ces choses-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la règle pour le gardien, si c'est en haut, tu sors pas. Ouais. Si tu es en bas dans le jaune qu'on voit en bas de la bande ou dans la publicité, on peut y aller. ouais. Exact. Voilà. Skills, ça, c'est aussi un skill. Ah, ça. Bien sûr, c'est un skills. Regarde le mouvement de Reto Berra, c'est un skills. C'est un skills de foot, mais c'est un C'est un skills. style de foot, oui. Allez, on va voir l'ouverture du score. Kiki Motet, qui avait déjà marqué 2 fois la veille, eh bien, va une nouvelle fois trouver le chemin défilé à 5 contre 4. Mais là, Yves, il y a un jeu défensif qui n'est pas très au point du côté de Lugano. Ben, écoute, le défenseur de Lugano, il essaie de faire du mieux possible, mais il devrait prendre le côté éloigné de ce but-là. Fait que si ce poteau-là, le 30 cm du côté éloigné, ça devrait appartenir au défenseur qui va essayer de tenter de bloquer ce shoot-là. Puis tous les jeux, comme on dit en langage du hockey, en haut de la peinture bleue, du côté éloigné, devraient aussi être gérés par le défenseur qui essaie de bloquer puis de se faire gros pour gérer ce... Donc, le défenseur doit se mettre bloquer la partie extérieure. Éloigné. Éloigné, far side. Exactement. Donc, le gardien peut se contrôler. Le gardien peut être agressif sur son poteau court par rapport au puck. Et puis là, ben... Puis si Parce que s'il fait l'arrêt, c'est plus facile de l'envoyer dans le coin Oui, que parce de l'en... parce Il y a que du moins de côté- risque de rebond. Exactement. Si ça va du côté éloigné, ça frappe la patte, ça frappe peu importe, Ça revient. ça revient. Chance de marquer sur retour de lancer est beaucoup plus compliqué à gérer. Et Kylian Motet, 3e but de suite, finalement, hein, en tout cas pour lui. C'est bien ça. Le block shot du joueur Lugano, on en parle ou pas? C'est à montrer pour pas faire, hein. Parce qu'il peut se faire mal. Hein. Comme il glisse, il se tourne encore un petit peu, je sais pas si tu vois. Ouais. Ça peut, dans les côtes, derrière la peau. C'était pas un flamingo, c'était un autre animal, mais on n'a pas encore su véritablement trouver lequel c'était. Allez, on va voir maintenant à la mi-match. On est à la 30e minute de jeu. Un but ou pas but? Ça va être la question. Fribourg est en supériorité numérique. Et là, le puck, il est toujours jouable. L'arbitre siffle. Mais de quel côté est-il? Ça, c'est la grande question. Et du coup, on est allé voir la vidéo. Stéphane, peut-être rappel de la règle. Ben là, c'est que la POC ne doit pas traverser la ligne rouge en principe. Ça n'a pas changé depuis mon époque, je pense. Mais il n'y a aucune... C'est bien parce que ce que vous voyez là, c'est exactement ce que les arbitres voient. Ils peuvent choisir un angle ou l'autre. Et là, je pense qu'en aucun des angles, on peut voir le POC clairement. Donc, voilà, c'est mon ami Nicolas qui vient de parler. Et c'est lui, assez fièrement, qui annule cette réussite. Ah, je pense que C'est toujours amusant quand on sort du banc de pénalité pour annoncer. On fait toujours une mimique assez gestuelle. Là, il est allé très fermement avec la bouche et tout. Donc ça va. Il y a un collègue qui va prendre en photo puis il va l'envoyer à tout le monde. Ça fait partie du show. Ça fait partie du spectacle, exactement. On a tous notre style quand on sort, casque détaché ou pas, Ils ont aussi micro. les skills, là, les arbitres. Les skills d'arbitre. Non, mais à part ça, tu plaisantes là, ou bien c'est quelque chose vraiment de sérieux?
Ah, mais t'as le superviseur, là, il va prendre la Pas le photo. superviseur, Puis à la fin de la saison, il y a une galerie, là. C'est les arbitres entre eux, toi, des fois, parce que des fois, les gens attendent la décision, puis tu vois l'arbitre qui essuie son casque et tout, et puis là-haut, puis le premier rentre, annonce pas, puis il y a le deuxième qui l'annonce et tout. Donc, c'est des trucs, souvent, dans les cours d'arbitre en fin de saison, ils compilent ces décisions-là, ils les mettent tous une derrière l'autre avec des noms, des oui, une patte en l'air ou pas, le casque détaché ou pas, le micro qui va... Donc, ils font une espèce de best-of, et puis c'est assez rigolo. Puis celle-là, je l'ai bien aimé, mon ami Nicolas, là, qui y va assez fièrement. Il a fait un... Il voulait faire le highlight, lui. Il voulait faire le highlight de fin de saison. Face à la caméra, en plus. C'est leur jour de gloire. On en apprend tous les jours, ça va bien. Allez, messieurs, on va voir l'égalisation de Bernd Wolf. Vous ne le connaissez pas, mais regardez, il marque un but quand même un petit peu gag. On le retrouve. Et hop, il est passé où, ce puck? Ça, on ne sait pas. Souvent, Stéphane dit le puck avait des yeux, mais là, c'est à croire qu'il avait un mini-moteur pour retomber dans le but. Parce que franchement, il prend une trajectoire un peu bombée. Ça, j'aurais pu faire. Honnêtement, ça c'était le genre de but. Sur un malentendu, tu dégages au fond, tu te dis ça peut être dans la bonne direction. Sur un malentendu. Non, mais là, dans le match, il y a eu beaucoup d'actions. C'était plein, ça allait vite du côté de Fribourg comme de Lugano. Un peu plus d'occasions du côté de Fribourg. Et Berra faisait un match extraordinaire, puis ça tombe, c'est toujours embêtant, là, ces buts qui... On ne peut pas en vouloir à personne, c'est le coup de chance. Mais ça me fait rire quand tu dis sur un malentendu de la ligne bleue. Parce que tu sais, ça, c'est un skills. Pour un défenseur, de frapper la cage régulièrement depuis la ligne bleue, avec tous les joueurs qui se mettent dans la ligne de shoot. Et ça, là, quand tu le fais bien, ça vaut des millions aujourd'hui. Hein? Donc, c'est un malentendu qui. J'ai joué trop vite, j'aurais peut-être faire des millions. Je suis d'accord, Steph, mais je crois qu'il est quand même dévié pour prendre cette trajectoire bombée dès le moment. Mais il a réussi quand même à la mettre devant la cage. Sous pression, il arrive à mettre le puck devant le but. Et quand même, messieurs, petite anecdote, Bernd Wolf, parce que vous le connaissez certainement pas, et vous savez pourquoi? C'est son premier but en National League. Ça, c'est son premier but en National League, donc il va doublement s'en rappeler, je peux vous le dire. Di Domenico, on va le retrouver, on est en troisième période. Fribourg qui va prendre l'avantage, 50e minute de jeu à Di Domenico. Regardez, c'est bien lui qui patine, qui drive le net et qui va pousser ce puck au fond pour le 2-1. Assist de Souter et de Reto Berra. On a vu un jeu semblable à Lausanne, évidemment. Le gardien, sa rentrée directe. Là, le gardien le bloque, contrôle pas son retour de lancer très bien. Puis évidemment, il y a quelqu'un qui fait pas son job. Puis Et les étrangers de Fribourg qui vont faire le leur, puisque c'est Stolberg qui va marquer le 3-1 avec un assist de Guy Gunderson et un certain Kylian Motet, buteur et passeur. Il est sur la même position qu'à où il a marqué avant, de nouveau sur un engagement. Là, il n'a pas décidé d'allumer tout seul. Hein. Il savait que Solberg était dans la cage. Lugano laisse étrangement seul, vraiment. Là, il est tout seul. Là. On parlait le top de la peinture bleue. Oui, absolument. Mais là, elle n'a pas été protégée, puis vous voyez qu'est-ce qui... Réduction du score avec de nouveau peut-être un rebond de la bande un petit peu bizarre. Allez, vas-y, enfoncez. C'est toujours au même endroit ou bien... Non, là, c'est l'arbitre, je m'excuse. Regardez bien. Regardez bien, c'est l'arbitre. Celui-là, il sera aussi dans le book. Tac, c'est l'arbitre qui le remet au milieu. Et du coup, un certain Piccolo Fazzini. Enfin, ça, c'est ma version, hein, mais je crois que c'est l'arbitre. Si ça a touché l'arbitre, l'arbitre... Si ça dévie sur l'arbitre, ça rentre directement, c'est pas abus. Mais si ça dévie sur l'arbitre et le joueur le shoot dedans, c'est... Et Nathan Marchand qui peut marquer le 4-2 dans la cage vide, le but de la sécurité assise de qui? Stolberg, messieurs. Ouais. Stolberg, il a passé une bonne soirée parce que vous êtes un import, là, vous avez connu une saison difficile, vous avez une cage vide, on est d'accord, Yves, normalement... Allez, 19 fois sur 20, normalement, Stolberg, il tente sa chance. Oui, ça va bien pour les importer à Fribourg. Puis tu as un gars qui est blessé, aussi qui a bien performé en Desharnais. Marchand qui jouait avec Brodin et Stolberg ce soir, dans la cage vide. Donc, c'est un gars qui n'a pas l'habitude de jouer, d'être si bien accompagné. Absolument. Encore une fois, un roster assez court ce soir. On n'avait pas 4 blocs complets devant. Hein? Hier, on a joué à 18. Ce soir, on est aussi 18. Donc, peu de temps de glace là, pour les deux alliés de la 4. Un jeune Hasler qui jouait peut-être son premier match en National League à vérifier, avec Jordan Mougro. Donc, hier soir, Fribourg a tourné presque à 3 blocs tout le match et 6 défenseurs. Ce soir, la même chose. Mais il y avait de l'énergie. Ils sont dans le coup. Vraiment, on a eu beaucoup d'actions. Hein, tourner à 3 lignes, en parler, c'est fatigant, mais tous les joueurs sont dans le match. C'est tellement beau. Ça, c'est un avantage. Par contre, sur la longueur... émotionnellement, tu es certainement plus engagé, plus que tu as de temps de glace.
Mais la longueur du championnat suisse va donner quoi? On en parlait hors émission, c'est jouer vendredi, samedi. En gros, c'est ça. Ou je sais 2 matchs par semaine. C'est des bêtes de physique, les gars. Ils peuvent quand même Attention, le faire. cette année, on a 52 pas 50. Hein? Oh, attention, 2 matchs de solidarité. touche. De solidarité. Mais le... Non, mais t'as raison. Tu es d'accord. En NHL, on joue à 18. Je le répète, on en a parlé, on joue à 18. Absolument. En Suisse, on a 20. En Europe, on a 20. Bon, certains vont dire en Europe, les joueurs parcourent plus... la patinoire est plus grande. Les chiffres sont plus courts parce que les joueurs patinent plus qu'en Amérique. Il n'y a pas de power break. Il n'y a pas de power break. Il n'y a pas de power break non plus. Oui, exactement. mais il y a la Ça moitié fait moins une de grosse matchs. différence. Oui. Parce que quand tu as un power break, ben, tu as ton premier bloc sur la glace, power break, tu les renvoies. Donc, les meilleurs joueurs en NHL jouent beaucoup plus par rapport aux autres, effectivement. La problématique, souvent, 3 blocs, c'est quand tu arrives en play-off, en demi-finale. Ouais. Puis c'est là où, en général... Mais c'est quand tu as 3 blessés, parce que là, il y a le petit Hasler, il n'y a pas beaucoup de... Il y a le petit Hasler qui joue, etc. Là, t'as même pas... ça fait 2 soirs que tu joues à 18, là, puis t'as pas... L'infirmerie n'est pas pleine. Tu as Planal, puis tu as Dernier qui est blessé, là, mais il n'y a pas non plus... L'infirmerie n'est pas pleine, parce qu'il y a des moments dans la saison, ils vont en avoir 4-5. Hein? Ils feront rentrer des jeunes, on sera content. Ils ont fait les points, je pense qu'ils développent du jeu, c'est joli. Ouais, Gaétan Jobin aurait pu éventuellement jouer ce soir, mais il est Blessé. blessé un poignet. Ouais. Pas de bol, ouais, j'aurais bien aimé le voir. Moi, je maintiens que quand tu as un gardien qui te permet d'encaisser que 2 buts par match, toujours dans le match. Même si tu joues avec 3 blocs, c'est aussi plus... Valeur sûre, hein, Berra, c'est certain. Allez, on parlait de jeunesse. On va écouter tout de suite une réaction à l'issue de cette victoire. On va écouter Sandro Schmidt. Sandro, un match longtemps équilibré à Dessy aujourd'hui contre Lugano que Fribourg a réussi à faire tourner en sa faveur. Ouais, je pense aujourd'hui, pendant tout le match, nous, on était la meilleure équipe, je trouve. Et puis, c'est clair, c'est toujours un peu la même chose avec nous. On le fait assez serré à la fin, mais c'est bien de gagner et puis de prendre ces 3 points maintenant. Justement, le week-end est bon, 6 points pour vous, ça confirme le bon début de saison aussi. Oui, je trouve, on sait ce qu'on est capable de faire. On a fait un bon début là et puis il faut qu'on continue avec ça. Pour vous, sur le plan personnel, ça va plutôt bien aussi. Ouais, ces 4 matchs là, il faut que je confirme maintenant, mais oui, c'est pas mal. Il faut que ça fait plaisir de jouer avec des bons joueurs et puis, comme j'ai dit, ces 4 matchs, il faut que je confirme et puis il faut que je continue. Merci. Merci. Ouais. Voilà, on verra s'il y aura confirmation. On va passer à Genève-en-Brie. À noter que dans la cage de Genève-Servette, c'est le premier départ en championnat d'un certain Daniel Manzatto qui affronte ses anciennes couleurs. Est-ce que Genève allait digérer son succès? Est-ce que Stéphane, avec sa boule de cristal, allait avoir raison, à savoir un match difficile pour Genève face à Ambry? On va voir ce que ça a donné. En tout cas, ça a été un début de match, entre guillemets, difficile pour le gardien remplaçant d'Ambry, à savoir Benjamin Kantz, qui se prend un puck directement dans le visage. Ouf. Après 54 secondes de jeu, toujours dangereux ça. Faut pas avoir la tête à la fenêtre, comme on dit. C'est pour ça que chez les plus jeunes, c'est obligatoire. Le gamin sur le banc, le gardien remplaçant doit avoir le masque. Ouais. Porter le masque. Parce que c'est très, très dangereux, effectivement. Encore plus maintenant, le port du masque, encore et toujours. Ben, On n'arrête pas de vous le il y a rappeler. bien les coachs qui portent le masque maintenant. Donc, Absolument. Zach plus Avant, il 20. l'avait, il porte. Messieurs, on va voir la pénalité de match qui aurait pu être un détournement, qui a été forcément un détournement pour Ambry Piotta, puisque Fischer va se prendre une punition majeure pour cette charge contre la bande. Stéphane, ton avis? ben, ça me semble assez clair. Elle est dangereuse. Le joueur n'est pas en équilibre. Il semble étendre les bras. Regardez, bon, c'est un cross-check. Encore une fois, malheureusement, le gars n'est pas en équilibre. Je pense pas que c'est ce qu'il veut faire, mais c'est, comme on dit en anglais, careless. Il sait que le joueur est vulnérable. Il étend les bras, il donne une bonne poussée. Donc, moi, je pense que c'est une bonne décision. Tu fais la même poussée à Vénic. À Winnick, puis il bouge pas. Non, il bouge pas. Exactement. Fait qu'il faut vraiment que tu gères ou tu connaisses quasiment qu'on te crie, tu vas faire la poussée parce que peut-être que Winnick, lui, il sort de là puis bonsoir la visite. Ouais. Tu viens te faire battre 1 contre 1 si t'es pas assez dur. Juste là à dire que Fischer n'est pas assez smart. C'est lui, hein? Il est responsable. C'est lui, il est responsable. Il doit savoir absolument, avec les années qu'il joue là, il doit savoir qui c'est qui peut pousser plus fort que d'autres. On est d'accord? Exactement. Là, il peut le pousser un peu plus bas aussi ou Ouais. simplement le contenir. Parce que là, en Ouais. fait, quand tu fais un cross-check comme ça, tu peux même pas jouer avec ta canne. S'il va juste... Il ceinture un petit peu, théoriquement, tu n'as pas le droit. Tu ceintures un peu avec ta canne, tu le pousses avec ta main. Que dans une situation comme là, il y a quelques différentes manières de le jouer, mais c'est certain qu'on parle d'un cross-check de près de 30 cm, là, Ouais. un petit truc. C'est gérable habituellement, mais c'est certain que là, je pense qu'il en donnait un peu trop. Ah, il y a des gros bras, hein.
Dangereux pour Noirot qui peut tomber là, juste sur le haut, là, hein, du rink. Ah, il peut se taper la tête, là, le dos, oui. c'est dangereux. Puis Noirot Il y a de la gomme. De la gomme, maintenant. Fabricant qui nous dit... Dans le temps, il était carré. Ah, les dents, elles étaient. Là, maintenant, ils sont arrondis. Ouais. Maintenant, ils partent pas tout de suite. Ouais. Dans le temps, tu lui laissais 2-3 chagnottes à coup sûr. Cette fois-ci, les dentistes font un peu la gueule. Mais enfin, les joueurs sont contents. Messieurs, on va voir l'ouverture du score 0-1 marqué par Marco Muller. Genève Servette qui n'a pas su profiter de ces 5 minutes de supériorité numérique. Il faut dire que Genève a été puni ensuite. Mais finalement, c'est Marco Muller qui ouvre le score. Gardien, là aussi, toujours du même côté, c'était pas le côté... on était encore short side entre le poteau et le... Regardez, ici, il se fait battre. Bon, le tir est... On est critique, on est dur avec ses gardiens parce que si on avait un gardien sur le plateau pour les défendre, peut-être qu'on ne serait pas aussi dur. Mais là, le tir sur réception est beau, il passe au-dessus de l'épaule. On le donne, on l'accorde. Quand même. Sinon, s'ils n'en laissaient pas passer, on n'aurait rien à dire. 1-0 donc pour Ambry Piotta après 20 minutes de jeu. On sera en deuxième période avec le 2-0. Encore une nouvelle fois en supériorité numérique avec cette réussite signée Oransky qui va pouvoir doubler la mise pour les Levantins. Travail devant la cage. Bonne distribution de rondelles. Oransky, c'est un tout bon joueur. Hein. Il va compléter la manœuvre ici. Oransky qui jouait du côté d'Holton l'année dernière, a fait une excellente saison en Swiss League et a obtenu le droit d'avoir un contrat en National League. C'est un tout bon joueur de hockey. Je l'ai vu jouer à quelques reprises et je trouve qu'il a un excellent sens du jeu. À 4 contre 5, mais oui, c'est Genève Servette qui va finalement pouvoir réduire le score. Un but là aussi un peu gaillesque quand même de la part de Richard. On va aller voir la vidéo là-dessus, Stéphane, pour une éventuelle cross-out. Ouais. Non, il n'y a pas de cross-out. Donc, il faut dire aux gens que lorsque vous tapez la rondelle au vol, c'est la hauteur de la barre. Donc, le contact du puck avec la canne doit être en dessous du niveau de la barre transversale. On est d'accord. En fait, il y avait une cross-out juste avant. Il s'était comme essayé de se ramener le puck. Et puis après, il l'avait touché une deuxième fois. Je pense qu'ils sont aussi allés voir celle-ci. Avec le 3-1 signé Matt D'Agostini. Encore, troisième but d'Ambry, encore en supériorité numérique. Ah, alors là, à ce moment-là du match, je crois que Genève est leur 6 ou 7e pénalité mineure. Ils ont été, et pourtant ils ont un effectif, je l'ai dit, qui est bien meilleur que celui d'Ambry. Et Ambry, c'est un jeu, dans l'adversité, ils avancent, ils se citent, ben là ils l'ont fait. Et c'était parfait parce qu'ils ont chaque occasion, ils les ont utilisés. On est en fin de période, un petit peu de peine à arrêter le chrono, mais c'est bien Noah Harold qui réduit le score. Ça sera le dernier but du match. Genève Servette qui n'aura pas su, à l'inverse de la veille face à Zurich, inverser la tendance en troisième période dans un match qui est devenu un petit peu fou dans les dernières secondes. Du reste, ça manquait de jus peut-être, messieurs, du côté de Genève après les efforts consentis à Zurich. Si je peux, moi, je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps que Genève m'a déçu dans l'engagement. Ils n'ont pas été autant vers l'avant. Ils nous ont montré l'année passée, ils nous ont toujours trouvé un qui prenait le lead, qui sont arrivés sur un étranger, un jeune, un joueur plus ancien. Aujourd'hui, ils se sont un petit peu... ils étaient un petit peu dans leur canapé face à Ambry. Je pourrais dire qu'ils n'ont peut-être pas respecté Ambry, l'avenue d'Ambry. Ils se sont dit ça va être facile. Ça m'embête de penser comme ça parce que cette équipe de Genève est pétrie de talent et ils doivent nous montrer mieux parce que l'année passée, ils l'ont fait. Et on attend, aujourd'hui, j'attends beaucoup d'eux. Bon, un coup de chapeau à Ambry quand même, hein, parce que 3 matchs, 3 défaites. Là, comme tu dis, Stéphane, hein, ils étaient mûrs, la loi de la moyenne. La fameuse loi de la moyenne. Ambry, tu l'as dit avant, il y a combien de chances? C'était quoi hier les chances de marquer d'Ambry? Avant le 2-1 pour Rapperswil, hier, c'était 16-6. Donc 16 chances de marquer pour Ambry à 6. Ils perdaient 2-1. Ils perdent le match 5-1. Il y a eu 2-3 situations un peu gaguesques, etc. Ils auraient mérité de gagner, ils ne l'ont pas fait. À un moment donné, quand tu fais des bonnes choses, tu crées des chances de marquer, etc., sur la longueur, bien, peut-être qu'un soir, le puck a des yeux, puis il y a un rebond qui est favorable, etc., puis à un moment donné, ça arrive. Et ça, c'était ce soir. Et puis, moi, pourquoi j'avais prévu peut-être un match difficile pour Genève, c'est que Genève est revenu de l'arrière 4-1, de 4-1 à 4-4, tu vas gagner en prolongation, les pénaltys 3-0, tu sors de là, tu es champion. Tout le monde est content, les émotions sont « Hey, t'es pas champion. » Mais les gars sont contents, ils font un bon voyage de retour, c'est sympa.
la bonne humeur et tout. Bon, demain, Ambry à la maison. Cool. Ouais, On va se coucher tard, on va faire une sieste l'après-midi. C'est le scénario parfait. Petit match facile, tout le monde va ramasser des points demain soir. Bon, 3 buts d'Ambry ce soir, 4 en tout depuis le début de la saison et toujours 4 en powerplay. Pour l'instant, il y a Levantin qui n'ont pas encore marqué à 5 contre 5. Ça, c'était pour la petite anecdote. De la déception, forcément, du côté Grenat. On va écouter le capitaine Noah Rod à l'interview. Noah Rod, on n'attendait pas un match comme ça ce soir. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu ce soir. Je pense qu'on s'est fait avoir ce soir. 5 contre 5, on a vu qu'on était supérieur. Et après, on prend trop de pénalités. Puis on sait qu'ils ont un bon powerplay. Puis ils ont réussi à marquer là-dessus. Donc on peut s'en prendre un peu qu'à nous. Ambry a aussi réussi à vous faire déjouer. Il y avait un forechecking gênant. Ouais, ils viennent agressifs. Mais je pense pas que c'est là-dessus qu'ils gagnent le match. Je pense vraiment que c'est nous qui perdons le match. Après, c'était un peu un match bizarre tout du long. Donc voilà. Pourtant, l'entame n'était pas mauvaise. Hein. On vous a vu déterminé comme on vous attendait, j'ai envie de dire. Ça n'a pas duré. Ah, c'est pas que ça n'a pas duré. C'est juste que voilà, on prend 2 minutes, ils marquent un super goal en powerplay. Il faut leur donner le crédit là-dessus aussi. Et voilà, après, on a joué trop de fois 5 contre 4. Nous, en powerplay, on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire. Donc voilà, c'est les choses qui font travailler. Puis qu'on sait, dans un match de Liga, le powerplay et le boxplay font la différence très souvent. Merci bien. Merci. Voilà, les unités spéciales qui étaient à l'avantage d'Ambry ce soir. Messieurs, dernier match à regarder, à décortiquer, Rapperswil-Zurich. On prévoyait aussi 1000 mots pour les Lakers ce soir face aux Z qui devaient se refaire une santé après la défaite à domicile face à Genève. Ça a été un match très serré. Imaginez la première réussite, elle va tomber à 4 contre 5 à la 39e minute de jeu. Il y a rétro, le coup d'œil. Il se fait Andrighetto tout seul, puis étrangement tout seul. Oui, quoi, une espèce de changement de bloc du côté de Rapperswil? Enfin, ça a l'air très bizarre. Oui, effectivement, il est absolument seul. Il n'y a pas beaucoup de rouge à l'écran, là. Mais je crois qu'il y a un changement, on a vu en haut. Il y a un changement, puis il y a un power play pour... Non, mais les joueurs se retournent l'air de dire qu'il y a eu quelque chose. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais regardez, Rapperswil va réussir à arracher l'égalisation avec Egenberger qui va plonger. Lucien Davosien, Egenberger, un joueur qui, tout en puissance, fonce vers la cage. Et là, il s'est fait oublier. Et qui va pouvoir battre Weber. Un partout dans ce match. Zurich, une nouvelle fois accroché, comme la veille face à Genève Servette. Mais cette fois-ci, la prolongation qui va sourire aux Zurichois. Il faut dire qu'ils vont évoluer à 4 contre 3 avec finalement l'artificier Peterson dans son bureau. Il peut marquer le 2-1. Gros match de Zurich, Weber au but, longtemps sans encaisser de but. Là, on voit alors, le but final, le but victorieux de Zurich. Mais ce qui serait intéressant de montrer, c'est pourquoi Zurich se retrouve, pour moi, en supériorité numérique en commençant les prolongations. Le capitaine de Rapperswil prend une pénalité, mais alors, s'il y a quelque chose de stupide, c'était bien celle-là. Et ça coûte. Donc ça aussi, ça fait partie de montrer dans les écoles, dans les skills. À un moment, on fait de la vidéo, reposez-vous, mais parce que si c'est un jeune qui fait ça, à la limite, il se fait emporter par son élan de jeunesse, d'une expérience. Mais là, on est quand même sur une pièce maîtresse du club de Rapperswil qui prend une pénalité stupide comme ça. Je sens que Yves a quelque chose à dire sur le 3 contre 4. Ben, le 3 contre 4, la transversale, elle peut pas, la ligne imaginaire en centrale, tu peux pas. Il n'y a rien qui peut passer à travers les 3 qui sont sur la glace, le triangle. C'est comme si j'avais coaché avec toi. Je sais pas pourquoi. Ça m'agace parce qu'il y avait sa canne du mauvais côté, puis là, c'était. Alors, le gars montagne, moi, je l'ai vu venir même avant que la passe. Le gars qui est en haut, en fait, il triche sur le joueur en haut au lieu de essayer de prendre la transversale. Et puis derrière toi, c'est Peterson, c'est pas shooté déjà. Donne-lui la passe en haut, t'es dans le shooting lane, puis tout est bon, tout est géré. C'est facile, c'est facile. Mais, c'est ça, le capitaine était stupide en fin de temps. C'est dommage parce qu'Ampercy, il a fait un gros match, hein? Oui, Stéphane, t'as encore un truc à dire. Oui, j'ai un truc à dire parce que ceux qui étaient avec nous à la fin du match, on allait terminer le match à Genève contre Ambry, il y a eu une situation très spéciale. Donc, j'ai dit quelque chose de faux. En fait, le règlement, il a changé. Il y a eu des ajustements. Il y a eu un 10 minutes. Donc, à la toute fin, dans la dernière, il restait 19 secondes à jouer. Fer a eu une pénalité de 10 minutes pour méconduite en zone d'attaque. Alors, l'engagement aurait dû se dérouler dans la zone d'attaque de Genève. Fer a été pénalisé pour 10 minutes au banc. Ça ne change pas le nombre de joueurs sur la glace. Et les arbitres ont décidé de faire l'engagement dans la zone d'attaque de Genève. C'est faux.
l'engagement doit être refait, que ce soit un 2 minutes ou un 10 minutes. C'était là mon erreur. L'engagement doit être fait dans la zone de défense de Genève. Mais je vais le dire, parce que je vais le corriger, parce que j'ai reçu des messages d'anciens arbitres. Et j'ai aussi, c'est Brent Traber. Ben oui, Brent Traber, il nous écoute encore. Il écoute MySports en français. Et il a dit, il comprend un peu le français. Il m'a tout de suite envoyé un message. 53 III, le règlement. Vérifier effectivement l'engagement. Honnêtement, c'est une grosse erreur de la part des arbitres. Parce que là, ça change tout. Parce qu'on a eu 2 engagements après dans la zone d'Ambry. Ils peuvent égaliser. Et puis là... Ça aurait pu tout changer. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais voilà, donc, voilà, mais coup pas, j'ai dit quelque chose de faux, c'est corrigé. Est-ce que vous pouvez noter chez vous, là, 10/10/2020, Stéphane Rochette a admis avoir dit faux sur un règlement des arbitres. Ça me plaît. Là. Merci, Stéphane. Et j'étais convaincu que comme la 10 minutes, c'est une pénalité muette qui ne s'affichait pas au tableau, on restait dans la zone d'attaque. C'est faux. Donc vous avez bien compris. Ici, sur le plateau, Stéphane peut corriger des décisions arbitraires en disant non, là, ils ont fait faux. Et puis après, lui-même se faire corriger par Brent Traber, qui suit le programme, évidemment, de MySports, et qui va lui dire non, Stéphane, il y a eu un changement de règlement, c'est faux. Voilà. Et au-dessus de Brent Traber, alors là. Il y a Dieu. Mais... Il y a le book case. Non, mais ils étaient Vous savez, le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils étaient 4. Ils étaient 4 à discuter, puis il n'y en a pas un qui s'est dit hé, les gars, non. Non. Parce que des fois, il peut y avoir un débat. Il y en a qui disent moi, je pense que c'est là. Non, moi, je pense que c'est là. T'es sûr? Puis là, tout à coup, des fois, ça te met dans le doute. Puis là, tu dis pas sûr, on le fait là. Mais là, c'est une immense conséquence. Hein. Allez, messieurs, il est temps tout simplement de passer maintenant aux 3 étoiles de la soirée. Allez, 3e étoile de notre soirée, il s'agit d'un gardien. Messieurs, c'est le gardien des ZDC La Lyonne, un certain Ludovic Weber. Un Ludovic Weber, mais qui est performant et qui a failli signer Antoine un blanchissage ce soir. Ouais, on a aimé sa performance dans la cage de Zurich. Il est en train de prendre du galon à Zurich, parti de Fribourg. Comme 2e gardien, il arrive à Zurich. Bravo, gros match de sa part. Allez, la 2e étoile de la soirée, c'est un Fribourgeois avec 3 points ce soir, un Victor Stolberg. Un Victor Stolberg décrié. Ça pourrait être peut-être Yves Sarrault, un petit peu l'impulsion peut-être pour lui, une soirée à 3 points. Je pense que oui. C'est certain que les joueurs importés comme lui sont très importants. Ce soir, il a bien sorti, il a bien répondu. Oui, et Brodin, bien sûr, va être dur à sortir de l'alignement. Un bon match encore, 2 bons matchs week-end. Oh, c'est pas facile pour le coach, ça. Allez, Stéphane, tu vas nous commenter la première étoile de la soirée parce que celle-là, elle est pour toi. Yanis Moser, le joueur du HC Bienne, top scorer ce soir. Et le casque de top scorer qui lui va bien. 2 buts dans le game winning goal. Et il a été bon, il a marqué 2 beaux buts. Et on rappelle que c'est un défenseur, on lui donne beaucoup de responsabilités. On le met sur 2e power play. Et on le met à 3 contre 3. Et attendez, non seulement il était bon ce soir, mais messieurs, après 2 week-ends, il est meilleur marqueur du championnat. 2 buts, 4 assists, 6 points. Yanis Moser au sommet des marqueurs. Ça va. Regarde, t'es détendu là. Redis-le nous encore une fois. Non, redis-le nous encore une fois, s'il te plaît. Yanis Moser est meilleur marqueur du championnat après 2 week-ends. Un défenseur à caractère défensif, messieurs, 2 buts, 4 assists. 6 points déjà. 2020. 3 matchs. Il n'y a pas un shoot très puissant, particulièrement très puissant. Non, quand même. On a vu ça. Ça pensait un peu à un Wayne Gretzky qui n'avait pas un grand shoot, mais qui était toujours marqueur. Oui, c'est ça. Marquait toujours des buts champs. C'est quand les gardiens avaient des équipements de 50 kilos. Là. Yanis Moser, messieurs, Yanis Moser. Ah non, il est devant tout. Dans la boule de cristal de Stéphane Rochette, Yanis Moser, on peut vous le dire. On va récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 6 matchs au programme de National League. Les clubs romans qui ont connu des fortunes diverses. Fribourg qui s'est imposé face à Lugano. On a vu le succès d'Ambry du côté de Genève. Après prolongation, le Z qui s'impose face à Rapperswil. Le succès de Lausanne 4-3. La victoire de Bienne après prolongation 5-4. Et Pizou qui s'impose face au CP Berne qui marque un week-end à 0 points. Mais oui, pour le CP Berne, 3 équipes à 9 points, Zoug, Fribourg et Lausanne. Un petit groupe à 6 et à 5. On s'intéresse au roman avec Bienne 6e, Genève Servette 7e et Fermont-Larmache. Davos, toujours pas de points, 2 matchs disputés. Ambry Piotta qui signe donc sa première victoire de la saison.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Yves Sarraut. Bravo pour cette première, parce que c'était la première, bien sûr, à MySport sur notre plateau. Merci à Antoine Desclous. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute. Mais il y aura une rencontre à ne pas manquer. Ça sera mardi pour la National League. Notez bien le rendez-vous. Zurich-Lausanne, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Ça sera le mardi 13 octobre à 19h45. Et tu vas co-commenter du reste cette rencontre. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée, bonne nuit et bon week-end. Bye bye.